Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de la saison 1. Cette semaine, mon débat est consacré à mon île d'origine, qui fait partie des Petites Antilles. Son nom originel, c'est Carouquera, l'île aux belles eaux en amérindien, sinon c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, en forme de papillon, fait partie des Petites Antilles, chapelet d'îles au sud des Caraïbes. Dotée d'une géographie exceptionnelle, son soleil, ses eaux cristallines, sa végétation luxuriante, c'est surtout une terre de brassage de cultures et des populations. Des moins des 500 000 habitants qui peuplent la Guadeloupe, 80% sont d'origine africaine, noirs ou métis, issus de l'esclavage. Les Amérindiens, premiers habitants de l'île, ont depuis longtemps disparu, décimés par la rivalité locale et les Européens. 1848, l'esclavage fini. Depuis 1848, l'esclavage est aboli dans les Antilles françaises. Un siècle plus tard, en 1946, la Guadeloupe n'est plus une colonie mais un département d'outre-mer, le 971. Et tout comme la Guyane, la Martinique et l'île de la Réunion, elle est soumise par la loi aux mêmes règles que les départements de l'Hexagone. Mais dans les faits, cette île qu'on présente toujours comme une île paradisiaque souffre depuis longtemps. Les populations se battent pour accéder à un niveau de vie équivalent aux autres collectivités françaises. La grève générale en Guadeloupe en janvier 2009 du mouvement LKP a rappelé l'intolérable disparité. La vie chère, le chômage 3 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Le mouvement dénonce la profitation, un système économique hérité, selon eux, de l'époque coloniale. S'ensuit une hausse de la violence, la détresse de la jeunesse ignorée, l'empoisonnement au chlordécone, pesticide cancérogène longtemps utilisé aux Antilles, la problématique des algues sargasses qui prolifèrent sur les rivages, des coupures d'eau intempestives et un centre hospitalier sous haute tension. Des problèmes sanitaires dont les habitants se plaignaient déjà avant l'épidémie Covid-19, mais dont les conséquences aujourd'hui pourraient être dramatiques. 10 ans après la révolte des Guadeloupéens, beaucoup pensent que l'État français n'a pas tenu ses engagements. La Guadeloupe fait pourtant toujours rêver dans sa riche histoire. La vitalité de sa culture est reconnue à l'international. C'est sur cette île qu'a été créé le Memorial Act, le plus grand musée au monde dédié à l'histoire de l'esclavage. On citera notamment l'écrivaine Marie Scondé, prix Nobel alternative de littérature en 2018. La Guadeloupe a également permis à la France de briller côté sportif, avec entre autres Marie-Josée Pérec, Teddy Riner ou Lilian Thuram, et côté musical avec le groupe Kassa. Réduire l'outre-mer à sa beauté et à sa culture, c'est sous-estimer son potentiel. En plus de représenter 80% de la biodiversité française, l'outre-mer représente 97% de l'espace maritime. Grâce à ces territoires d'outre-mer, la France a rang de seconde puissance maritime mondiale après les États-Unis. Finalement, c'est quoi être guadeloupéen aujourd'hui ? Quels ont été les bénéfices obtenus par la communauté guadeloupéenne depuis le mouvement social de 2009 ? Comment cette île touristique fait-elle face aujourd'hui à l'épidémie de coronavirus ? Comment accroître la visibilité de l'outre-mer à l'international ? Pour en parler, j'ai 3 invités. Depuis Cotonou au Bénin, Bako Semour, guadeloupéen qui a pris la décision de retourner sur la terre de ses ancêtres en 2015, il exerce la profession de clinicien orthopiste et a très récemment ouvert un snack pour faire découvrir les sandwichs Bokit guadeloupéens aux résidents béninois. Depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Fred Dehaye, auteur, compositeur, guitariste et universitaire. Tant pis pour ça qui vivait, c'est moi-même.
Et également depuis Pointe-à-Pitre, Brother Jimmy, activiste, homme de médias, producteur de documentaires. Jimmy, pour vous, c'est quoi être guadeloupéen aujourd'hui? Je me définis en tant que Guadeloupéen déjà, toujours en tant que Guadeloupéen d'origine africaine. C'est très important pour moi, d'autant plus que j'ai aussi des descendances haïtiennes dans ma famille. Donc, pour moi, être Guadeloupéen, c'est être quelqu'un qui a une identité, je dirais, très forte. Mais la Guadeloupe aussi a son histoire particulière que j'estime très forte avec sa première abolition de l'esclavage en 1794 et ensuite la deuxième abolition. Donc nous sommes déjà, quand on parle d'histoire, le seul pays à avoir eu deux abolitions. Donc déjà, tout de suite, pour moi, la Guadeloupe, c'est déjà quelque chose d'à part. C'est pas pour dire que les autres sont moins bien ou pas, mais je situe la Guadeloupe comme une place forte de la Caraïbe. Et moi, en tant que garçon né dans ce pays, je me considère donc comme un Guadeloupéen avant tout, d'origine haïtienne, d'ascendance africaine et de nationalité française. Parce que c'est la nationalité française, elle est venue pour moi politiquement. Mais quand moi, personnellement, je me définis, c'est la façon dont je viens de te dire. Alors, même question pour Fred, qui sommes-nous? La première chose, c'est qu'un Guadeloupéen ne se pose pas la question. Être Guadeloupéen, ça s'éprouve. C'est-à-dire, vous ne vous demandez pas ce qui fait de vous un Guadeloupéen. Vous savez que vous êtes Guadeloupéen. C'est une chose que vous éprouvez. Mais être Guadeloupéen, alors, c'est déjà admettre qu'on est sur une terre peuplée, dont le peuplement a été extrêmement brutal. Le premier habitant a été décimé par la colonisation. Ensuite, ceux qui ont colonisé sont les Gergés des Noirs. Puis après, sont venus dans des conditions aussi effroyables des Indiens, après l'abolition de l'esclavage. Ensuite, quand on n'a pas voulu vraiment couper la canne, on fait venir des Haïtiens. Ça aussi, c'était difficile. Et aujourd'hui, on a une forte population de Saint-Domingue. Être Guadeloupéen, c'est assumer tout ça qui fait de nous un peuple. C'est-à-dire, et j'insiste sur l'histoire de peuple, c'est-à-dire le sentiment, puisque nous sommes sur une île, même si on veut nous rattacher à d'autres personnes. Et entre nous, naît cette France et cette identité construite avec ou par, en fait, par la colonisation, pas avec, mais par la colonisation, qui a amené des gens de lieux différents et qui sont chacun venus avec leur Dieu, avec leurs paroles, avec leur style, avec quelque chose. Et tout ça, ça donne un Guadeloupéen. Bako, est-ce qu'un Guadeloupéen peut se revendiquer africain? Ben, totalement. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, effectivement, comme je disais, je suis Guadeloupéen, oui. Mais c'est vrai que j'ai mon ascendance africaine. Et compte tenu de l'histoire de la Guadeloupe, je pense qu'à un moment donné, il est important de pouvoir retrouver ses racines, puisque dans notre histoire, on a été un peu, en tout cas c'est ma conception, on a été un peu coupé de nos racines, notamment ceux d'ascendance africaine. D'ailleurs, Bako, vous avez quitté la Guadeloupe pour vous installer au Bénin. Pouvez-vous nous dire comment sont perçues les Antilles dans ce pays? Tout le monde ici ne connaît pas véritablement les Antilles et la Guadeloupe en particulier. Ensuite, même très souvent, ils connaissent un peu plus Haïti. Ensuite, lorsqu'on explique un petit peu, etc., certains qui en ont entendu parler, pour eux, en réalité, on est français. Pour la majorité, ils définissent les Guadeloupéens comme des Français. Donc, on est vraiment vu comme des Français de France, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même géographiquement, il y en a certains qui localisaient la Guadeloupe en France hexagonale, parmi ceux avec qui j'ai pu discuter. Et au-delà de ça, même en tant que, je veux dire, en termes de coutumes, en termes de mœurs, beaucoup nous identifient aux Français. Alors, quand on est justement Guadeloupéen, on a tendance à faire une sorte de différence, voire même avoir une divergence avec les Français de l'Hexagone. Mais ici, pour beaucoup, effectivement, ils nous identifient clairement à des Français, quoi, tout simplement. Jimmy, vous avez dit plutôt que vous êtes Guadeloupéen d'origine haïtienne et africaine. Quel est concrètement votre rapport avec le continent? Le truc, il est clair, hein. Je suis un Africain de la diaspora. Quand j'arrive en Afrique et que je rencontre mes frères du continent, c'est ce que je leur dis. Je ne me considère pas comme un Africain du continent parce que j'ai du respect
pour les frères du continent parce qu'ils vivent avec leurs us et coutumes, leur identité de Africains du continent. Maintenant, mes racines africaines sont en moi. Je fais partie de cette diaspora africaine. Donc, à chaque fois que je vais en Afrique, je dis voilà, je suis guadeloupéen, donc je viens du territoire caribéen, je suis d'origine africaine et je suis venu voir mes frères. Et là-dessus, maintenant, c'est un discours qui passe certains endroits, qui passe pas d'autres endroits, parce que comme le dit notre ami Bako, ben, il y a des gens qui nous voient vraiment comme des Français. Maintenant, c'est à travers notre comportement, notre discours, notre façon de vivre tous les jours avec eux, qu'au bout de quelques heures, au bout de quelques minutes, que le gars même te dit, non, mais toi, la façon que tu vis là, non, mais toi, là, ça se voit que toi, tu es pur français parce que tu as une façon de vivre. Ou alors, ça se voit, ah ouais, non, mais toi, tu es vraiment un gars de la diaspora, tu es vraiment un gars comme nous, regarde, tu fonctionnes comme nous. Donc, je pense que c'est une relation. Chaque individu de la diaspora, quand il va en Afrique, il a une relation particulière à établir avec l'Afrique. Mais cette relation part déjà de lui, puisque c'est comment lui-même considère l'Afrique et comment lui voit l'Afrique. Et ça, c'est ma façon de voir. Merci Jimmy. Quelle est votre façon de voir les choses, Fred? Bon, déjà, la relation qu'on a à l'Afrique, c'est d'abord une relation individuelle. Moi, c'est très idéologique. Moi, j'ai été élevé dans la négritude. Donc, l'Afrique, mon père pensait qu'un jour, il est mort avant, qu'un jour nous irions voir notre famille. Vous savez que les Guadeloupéens sont principalement des Fonds et des Yoruba. Donc, nous venons principalement de ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, mais qui n'était pas le Bénin. Donc, je ne suis pas étonné qu'il se trouve au Bénin parce qu'il y a un appel, le Guadeloupéen, il sent l'appel du Bénin. Nous sommes principalement, donc, de la colonisation, capturés parmi les Fonds et les Yoruba. Alors, comme dit Aimé Césaire, l'Afrique ne quitte jamais le nègre. Et ça ne nous quittera jamais. Et c'est une chose que nous assumons. Mais je voudrais préciser quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Indien qui est guadeloupéen ou du Blanc qui est guadeloupéen. Lui, il ne donne pas à l'Afrique la même place, mais il est quand même guadeloupéen. C'est très important à comprendre. Le fait d'être guadeloupéen, moi, je mets l'accent sur ça parce que je suis noir. Mais il faudrait comprendre qu'un Indien, lui, bon, l'Afrique, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas dire que pour un Guadeloupéen, l'Afrique, pour tous les Guadeloupéens, ça représente la même chose, parce que certains ne viennent pas d'Afrique, ou en tout cas ne se relient pas à l'Afrique. Très, très intéressant, parce qu'en réalité, vous avez tous les trois des perspectives très variées, voire même différentes sur l'identité guadeloupéenne et aussi sur le rapport à l'Afrique. Donc ça, c'est un sujet, on pourrait en faire toute une émission, mais on va passer au deuxième sujet de notre conversation. Il y a 10 ans, la Guadeloupe était secouée par un mouvement social inédit, celui du collectif LKP. Quels ont été les bénéfices obtenus par la communauté guadeloupéenne au niveau social ou culturel et économique? On va commencer avec Jimmy. La Guadeloupe, selon les patrons, le MEDEF, selon toutes les études économiques qu'il y a eu, que la Guadeloupe a perdu beaucoup depuis 2009. Moi, je sais pas. Honnêtement, moi, je peux pas répéter un discours comme ça. Pourquoi? Parce que pour avoir vécu les 44 jours et plus de 2009, moi, j'ai vu une Guadeloupe justement solidaire, une Guadeloupe autonome, une Guadeloupe qui s'entraide, qui, comme on dit dans notre langue, qui capote et m'enlève. Une Guadeloupe très débrouillarde, une Guadeloupe qui prenait beaucoup d'initiatives, où les habitants de l'île prenaient énormément d'initiatives. Et une Guadeloupe qui, justement, auparavant, avait toujours été décriée comme une Guadeloupe où on attend tout de la France, que nous sommes des assistés, et certains d'entre nous répétions ce genre de discours. Et moi, ce que j'estime que depuis 2009, je trouve qu'on a beaucoup gagné, au contraire. Je trouve qu'on a gagné en résilience, qu'on a gagné en organisation, qu'on a gagné ne serait-ce que le fait que maintenant, la majorité des Guadeloupéens ont les yeux ouverts et donc ont vu que la relation avec la France
était une relation très particulière, je vais dire ça comme ça, que des fois on peut même l'appeler la mère, certains la considéraient comme la mère patrie, mais beaucoup se rendent compte que souvent c'est la mère mépris. Et ça, on s'en rend compte quand il y a des crises comme maintenant, comme en 2009, quand il y a des cyclones, quand il y a des catastrophes naturelles, ou même quasiment tous les jours, ne serait-ce qu'avec le prix à la consommation. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à 2009, mais ce que je retiens, c'est qu'on a fait culpabiliser beaucoup de Guadeloupéens. On a fait culpabiliser beaucoup de Guadeloupéens, on a fait culpabiliser beaucoup de militants. Moi, j'ai remarqué que quand on aborde le thème LKP, il y a une grande division au moment de faire le bilan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup subi, qui ont beaucoup perdu et qui ne restent que sur ça en disant que c'est la faute des syndicats, ceci, cela, ils ne vont pas plus loin. Et il y a d'autres, au contraire, qui vont analyser, qui ont analysé et qui ont vu qu'au contraire, la crise de 2009 a beaucoup apporté à la Guadeloupe et a fait aussi que le gouvernement, même l'État français, a dû prendre certaines mesures pour essayer de calmer un petit peu la grogne. Donc, une population qui a été divisée sur les conséquences du mouvement. Fred, qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce mouvement social ? Le soulèvement commence sur la question des prix, parce que c'est une lutte contre la profitation. C'est sur le fait que des personnes qui s'estiment grugées, disons, trompées par des personnes qui leur vendent à des prix excessifs des produits qui sont importés. Et à partir de là, vous avez une opposition de classe entre des personnes qui estiment qu'elles sont vouées à la pauvreté et d'autres qui profitent d'un système et qui effectivement ne remontent pas à l'an 2000 ni à 1980, mais qui remontent à bien plus longtemps que ça. Et donc, vous comprenez la tension qui naît en 2009 dans la rue. Maintenant, vous avez un deuxième élément. Donc, c'est d'abord une revendication, j'allais dire presque dire de classe ou de dignité, mais qui est liée à la situation matérielle des gens. Et ensuite, vous se construit au fur et à mesure un sentiment d'identité, parce que ils sont nombreux dans la rue, tout le monde souffre du fait que tout est fermé, etc. Donc, ça crée une unité. Mais la suite a été terrible. C'est comme à chaque fois que vous faites naître de grandes espérances, vous faites aussi naître de grandes frustrations. La frustration de ceux qui ont estimé, comme en 67, que ce n'était pas allé assez loin, que nous aurions pu aller plus loin sur le plan politique que ça. Et même, ils sont très déçus parce que l'année suivante, une équipe politique profondément attachée au système a gagné les régionales au premier tour. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de France. C'est-à-dire qu'en 2010, les régionales sont gagnées par une équipe qui ne veut rien changer et pour la première fois dans l'histoire de France, les régionales au premier tour. Vous voyez que la frustration de ceux qui voulaient que ça change. Ce qui se passe dans la situation coloniale ou post-coloniale préfigure souvent ce qui va se passer après. Notre mouvement là, de 2009, et bien l'année d'après, le même a éclaté en Espagne, le même a éclaté ailleurs. C'est pareil, lorsque les gens descendent dans la rue pour dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre et que ça s'appelle les gilets jaunes, qu'est-ce que vous croyez que c'est différent de ce qui s'est passé en 2009 chez nous? C'est la même chose, mais ça s'est passé chez nous avant. Pourquoi? Parce que la pression est plus forte. Et les autres réagissent un peu après parce que la pression sur eux est moins forte que sur nous. Nous sommes dans une île qui vit principalement de l'importation. Donc au bout d'un moment, si vous n'avez pas les moyens, vous avez l'impression que vous êtes programmé pour consommer. Donc pour vous, Fred, cette question n'est pas uniquement une question guadeloupéenne, c'est une question de tout un système qui a touché différents pays dans le monde par la suite. Bako, qu'avez-vous retenu de ce mouvement social de 2009 et est-ce que vous partagez les différentes et les précédentes analyses? Le mouvement a mis l'accent sur beaucoup de choses en réalité, et donc notamment sur par exemple les richesses de la Guadeloupe et ce qu'on pouvait en faire. Et moi, je pense que depuis le mouvement, quand même, il y a eu une recrudescence d'initiatives qui était liée vraiment à la production locale, un peu à ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, de nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos richesses à nous. Donc moi, je pense que c'est ce qui a, en tout cas, c'est le point positif que je retrouve du mouvement. Juste revenir sur quelque chose que, justement, l'analogie avec les gilets jaunes et tout ça.
j'ai toujours considéré quand même que je trouve souvent qu'il y a une confusion un petit peu entre ce qui se passe en Guadeloupe et ce qui se passe un peu dans le monde. Alors c'est vrai que par exemple, c'est vrai que les choses ont débuté par rapport à un problème de vie chère. Ça a été la première revendication aussi des Gilets jaunes, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas occulter la réelle situation de la Guadeloupe, qui n'est pas la situation en Espagne, qui n'est pas la situation en France hexagonale, où il n'y a pas qu'un système de vie chère. Il y a aussi, comme le disait d'ailleurs Elido Mouta, il parlait d'un problème d'un système de classe et de race. Et je pense qu'on ne peut pas occulter ce problème où effectivement, on le sait très bien que en langage un peu cru, ceux qui tiennent la Guadeloupe, ce ne sont pas, souvent on entend dire, ce ne sont pas les Guadeloupéens. D'ailleurs, le slogan, c'était « La Guadeloupe, c'est en nous ». La Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe n'est pas à eux. D'ailleurs, c'est posé la question de savoir qui était le nous, qui était le eux. Thématique identitaire, il y a tout ce fond-là quand même qui fait la différence, à mon sens, avec les Gilets jaunes et avec tous les mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir dans le reste du monde. Je pense que ça, on s'y attarde peut-être pas assez. Et je pense qu'une partie de la frustration vient aussi de là. Et à ce niveau-là, justement, au final, et là, je parle peut-être aussi d'un point de vue très personnel, j'allais presque dire un petit peu l'échec du mouvement a été effectivement que ce système-là, là, qui est spécifique en Guadeloupe, comme en Martinique ou en Guyane, n'a pas réellement évolué. Merci. Jimmy, est-ce que vous partagez cet avis que les frustrations ne reposaient pas uniquement sur des problèmes de classe, mais reposaient également sur un problème racial? Il y a diverses frustrations en Guadeloupe. On peut recevoir, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais il y en a une, je pense que les Noirs, quand on regarde des informations et qu'il y a des sujets, par exemple, il y a des problèmes d'eau, par exemple. Donc, on va aller voir le directeur de la régie des eaux. Il y a les problèmes de lumière, directeur de l'EDF. On va aller voir problème pour l'aménagement du territoire, directeur de l'aménagement du territoire. Bref, vous m'avez compris. On s'aperçoit que la majorité, à 99% de ces gens et de ces responsables, présidents et vice-présidents, ne sont pas noirs et ne nous ressemblent pas. Ils viennent tous d'ailleurs. En plus, ils viennent tous d'ailleurs. Parce que comme a dit Fred D, s'ils étaient des blancs guadeloupéens, ça ne nous pose pas de problème. En Guadeloupe, on a des blancs, on a des asiatiques, on a des indiens, on a toutes sortes d'ethnies. Mais c'est que des gens venus d'ailleurs, des gens qui ne connaissaient rien au pays, rien aux mœurs du pays. Et quelque part, on nous fait comprendre qu'ils sont là parce qu'ils sont blancs et que le blanc, quelque part, représente, pas quelque part, ils font en sorte que le blanc représente l'autorité, que le blanc représente l'intelligence, que le blanc représente la prise d'initiative, que le blanc représente mettre de l'ordre dans le pays. Et ça, quand ça passe dans le journal tous les jours, à 19h30, du dimanche au dimanche, ok, et depuis plus de 40 ans, ça joue un rôle aussi. Ça joue un rôle de frustration où justement, on a envie de voir nos gens, on a envie de voir nos gens, les gens qui nous ressemblent au pouvoir, pour pouvoir les voir en œuvre, mais aussi on est quasiment sûr qu'ils seront plus efficaces. Pas assez de Guadeloupéens dans la sphère de pouvoir. Fred, j'aimerais vous faire rebondir sur ça. Et est-ce que, selon vous, toutes les composantes de la société guadeloupéenne sont représentées dans la classe dirigeante? Les gens se mobilisent au départ pour des questions de vie chère. Ensuite, on demande à ce mouvement de répondre à des questions politiques. Et donc, ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. En particulier parce que le mouvement est dirigé par des syndicalistes qui, d'ailleurs, ne veulent pas, ça se voit l'année d'après, parce qu'il y a des élections auxquelles ils ne se présentent pas, ne veulent pas faire de politique. Et vous voyez que quand on dit oui, mais la représentation identitaire, oui, ce sont des questions politiques. Mais précisément, le refus de faire de la politique conduit à maintenir ce système. Si à chaque fois vous dites on va revendiquer de l'argent, on va revendiquer du respect dans le travail, oui, mais ce sont les pas de situation politique. Ça reste pareil, au lendemain, tout est pareil, rien ne change. Et une des difficultés de 2009, c'est ça, c'est que vous êtes au départ sur des questions
des questions. Ça commence bêtement d'ailleurs, ça commence sur une histoire de prix de l'essence. C'est-à-dire comment ça commence sur une question de Bénin. Après, ça part sur le prix du riz, le prix du lait, ok. Mais après, quand vous demandez une traduction politique à un mouvement comme ça, c'est compliqué. Ensuite, ce mouvement fabrique des stars, mais qui ne sont pas des stars politiques. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont une position syndicale, donc qui viennent à la télévision pour dire ce qui ne va pas constamment, et qui jamais ne sont en situation, comme vient de dire Roger, de prendre le pouvoir. Parce que c'est ça, en fait. Si vous voulez changer une situation, il faut juste prendre le pouvoir. Mais si vous ne souhaitez pas prendre le pouvoir dans les entreprises, et je ne parle pas seulement de pouvoir politique, dans les entreprises, dans l'économie en général, micro, macro, on prend comme on veut, ou dans la politique, donc vous ne changez pas votre pays. Et là, vous voyez, là, on prend la mesure de la frustration que ça a pu créer. Alors, sur la question de la représentation de toutes les composantes du pays dans les postes de direction, ben, le constat est facile à faire. Non, mais c'est lié à beaucoup d'éléments. C'est lié au fait que nous avons une représentation assez, Messa Bozé-Jimmy l'a dit, assez, dévalorisante de nous-mêmes. C'est d'abord ça. Vous voyez, nos grands-pères, eux, qui étaient à l'usine, qui n'étaient pas propriétaires de l'usine, hein. Ils travaillaient pour l'usine, de manière directe ou indirecte. Soit ils étaient dans l'usine, soit ils livraient la canne à l'usine, mais ça n'était pas leur usine. Eux, leur objectif, c'était quoi? C'est que nous ne revenions pas à la terre. Et on se projetait dans quoi? Eh bien, dans ce que les Blancs étaient. Ils étaient fonctionnaires. Donc, nous avons poussé nos enfants à être fonctionnaires. Et du coup, l'économie, elle est revenue à ceux qui avaient l'usine. Et comme ceux qui avaient l'usine, eh ben, ils sont devenus propriétaires terriens, puis propriétaires de grandes enseignes, propriétaires de centres commerciaux, ce sont les mêmes. Mais je ne dis pas qu'ils auraient dû refuser la richesse de leurs parents, ça serait un peu débile. Mais c'est aussi de dire que nous-mêmes, nous avons une représentation, nous avons eu, et nous luttons contre ça aujourd'hui, une représentation de la réussite qui était à l'imitation du fonctionnaire métropolitain qui venait dans la colonie, et nous avons déserté le terrain économique. Aujourd'hui, quand vous dites à vos parents, oui, mais je ne vais pas, après le bac, je me lance dans une activité, etc. Dis non, on fait de grandes études et passe un concours. Et puis voilà. Après, vous dites, oui, mais aucun de nous n'a de centre commercial. Mais, oui, mais c'est presque normal. Hein, vous voyez. Mais c'est lié, effectivement, au fait que nous n'avons pas une représentation assez valorisante de nous-mêmes. Et nous n'avons pas une représentation qui est assez dynamique et qui tend à changer aujourd'hui et qui doit changer aujourd'hui pour dire que le Guadeloupéen doit prendre en charge son pays, mais dans toutes les dimensions, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien l'administration, aussi bien la politique, que les économies, que l'agriculture, que l'informatique, que la transition énergétique, etc. Merci Fred pour cette réponse. J'aimerais à présent aborder le troisième sujet de cette émission, qui est un sujet donc, qui nous touche tous, c'est l'épidémie de Covid-19.